Bernadette Le Cerf-Thomas. Bonjour. Merci d'être ici. On a déjà évoqué le sujet de la mémoire du futur. C'est un sujet extrêmement intéressant, mais je vous renvoie aux deux vidéos précédentes. Et cette fois-ci, on va parler dans cette vidéo d'un sujet encore plus extraordinaire, si c'est possible. C'est au fond une nouvelle narration sur le futur. Alors pourquoi est-il utile aujourd'hui d'inventer des nouvelles narrations sur le futur? Parce qu'on pourrait se dire que c'est de la science-fiction. Pourquoi c'est important de faire de la science-fiction aujourd'hui? La mémoire du futur, pour les gens, c'est être capable de se raconter l'histoire de ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit suffisamment flou et ouvert, mais que ça donne quand même de la sécurité pour inviter à un mouvement vers un futur différent. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est d'aller vers un futur différent. C'est faire autrement pour autre chose. Pourquoi faut-il un futur différent, justement? Alors, le futur différent, la difficulté d'assimiler le futur différent, c'est qu'il va venir en concurrence avec l'histoire qu'on se raconte déjà. Et là, je vous renvoie aux travaux de Lionel Nakache, qui a entre autres écrit un bouquin qui s'appelle « Perdons-nous connaissance », qui a quelques années maintenant, mais qui explique bien que notre mental, notre espace mental, c'est un espace fictionnel. C'est-à-dire que la réalité que nous percevons, c'est une réalité qui est interprétée avec notre mémoire, nos perceptions, la façon dont on donne de la valeur, les trucs qui ont de l'importance pour nous, etc. Et donc, on est sans arrêt dans une histoire qu'on se raconte. Alors, il y a une très belle phrase de Proust qui était très fort là-dessus, qui disait « Il faut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, c'est encore la rêver ». C'est ça que vous voulez dire, bon, en simple. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que Nakache montre et ce que les travaux des neuroscientifiques montrent, c'est qu'en fait, la réalité est une fiction qui est produite par notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a autant de réalité que de personnes. Et il y a autant... Alors il y a tout de même une réalité ultime ou pas, justement? Bah écoutez, ça, c'est pas de mon ressort, d'accord, mais simplement, chacun d'entre nous a une réalité. Quand on fait du collectif, on va mettre en accord ou en vibration, entre guillemets, des réalités de façon à ce qu'elles aillent vers un même but. Et tout le travail, tout le paradoxe de l'ère de l'information, c'est que pour transformer cette réalité, il va falloir qu'on la perturbe. Et qu'on la perturbe, non pas avec de l'information, mais avec de la connaissance. Et c'est là où Nakache nous invite à réfléchir sur la différence entre information et connaissance. Ça, c'est très important. Alors, quelle est la différence entre information et connaissance? Et sagesse aussi, parce qu'il y a peut-être différents niveaux. La connaissance de l'information et la sagesse de la connaissance. Oui. Alors, bon, restons, soyons modestes. Voilà. L'information, j'ai plein d'informations aujourd'hui. J'ouvre mon ordinateur, Wikipédia, Internet, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc j'ai plein d'informations. Sauf que ça ne fait pas de la connaissance. Ça fait des informations, bon, je sais lire, donc je lis, mais je zappe. Hein. La connaissance, c'est un travail qui renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail d'apprentissage et de désapprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'accepte de perturber mon histoire pour m'en raconter une autre. C'est-à-dire que j'accepte que cette information rencontre mes croyances, mes perceptions passées, mes connaissances passées. Mes angoisses, d'une certaine façon. Mes angoisses. Et mes espoirs. Mes espoirs. Et que je me dise, OK, il y a le réchauffement climatique. OK, je ne vais pas pouvoir faire comme, je ne sais pas quoi, ma voiture diesel ou mon feu dans la cheminée matin et soir, je dis n'importe quoi, hein, des choses que je faisais avant. OK, il faut que je trie, etc. Ça, ce n'est pas très grave. Hein. Mais que j'ai une perception d'un futur qui soit différent et que j'accepte de changer d'histoire. Parce que l'histoire de demain, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'hier. Je vais pas vivre l'histoire que je vivais il y a 10 ans. Est-ce que l'humanité a déjà fait ça? Est-ce que l'humanité a déjà changé d'histoire? Oui, bien sûr. Parce que c'est tout de même énorme de changer d'histoire. Oui, l'humanité... Alors moi, j'ai bien aimé le travail d'Harari sur Sapiens, dont on vous a parlé. Peut-être citer précisément ce livre, alors. Alors, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, où justement... De l'auteur Harari. Harari, d'accord. J'ai plus le prénom, oui, c'est Noah. On le mettra, on le mettra. Oui. Voilà. Donc, il montre comment l'humanité, au fil du temps, la révolution cognitive, quand l'homme, justement,
eu la capacité d'utiliser son cortex préfrontal pour mettre en lien des éléments et se raconter une histoire de lui-même. Et comment ça a amené à sortir d'une animalité. Voilà. Et ensuite, il y a la révolution agricole, quand l'homme est devenu sédentaire. Ensuite, il y a la révolution, etc. Il y a même un moment où il parle de la découverte de l'ignorance avec la révolution scientifique. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une redécouverte de l'ignorance. C'est-à-dire que on doit... Encore plus radical, peut-être. Oui. Je ne sais pas comment ils les ont vécus, les copains d'avant, là. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a à redécouvrir notre ignorance, c'est-à-dire que les neurosciences, en particulier, ça marche bien pour ça. Parce que là, ici, mes parents, mes grands-parents et même quelquefois mes enfants ne savent pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc, les neurosciences et les sciences cognitives nous donnent énormément d'informations, ou en tout cas suffisamment, en l'occurrence déjà pour commencer, pour comprendre comment notre cerveau nous amène à nous raconter des histoires et nous amène quelquefois, par les biais cognitifs qu'il construit, à se raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Voilà. Ou qui n'ont plus de sens. Qui n'ont plus de sens, qui peuvent avoir du sens pour nous, mais qui n'ont plus de sens dans le contexte. Et ça, c'est... Alors, les biais cognitifs, c'est le travail de Kahneman. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui. Moi, j'essaie de les vulgariser et de rendre les choses accessibles pour tout un chacun, pour les managers, les RH, les coachs, les consultants, les gens comme ça, de façon à pouvoir les intégrer et comprendre pourquoi tout ça, cette construction d'un futur complètement différent, c'est un chantier qu'il ne faut pas sous-estimer. Et qui est nécessaire, parce que le contexte est en train de changer très rapidement. Si on ne le fait pas, il y aura plus, bientôt on ne pourra plus en parler. Pourquoi on ne pourra plus en parler ? Parce que si on voit les futurs qui nous sont promis, on a quand même intérêt à se poser des questions. Et quelles seraient une ou deux clés, justement, pour activer notre cerveau et quels en sont les bénéfices ? Par exemple, on a découvert que le fait de faire régulièrement des choses nouvelles, c'est à la fois très bon, justement, pour sortir de son petit vélo automatique et de son histoire ancienne, mais c'est aussi très bon pour la jeunesse, garder la jeunesse. C'est bon pour la santé cérébrale. C'est bon pour la santé et c'est bon aussi pour s'adapter, être plus flexible, être plus mobile. Alors, est-ce que vous avez d'autres trucs qu'on puisse mettre en œuvre dès demain ? Déjà, effectivement, accepter de se laisser surprendre, aller dans des endroits qu'on n'aime pas, voir ou qu'on ne connaît pas. Oui, faire un concert de musique, aller faire des choses différentes. Et puis, je pense qu'il faut être vigilant à faire des liens. C'est la connectivité, l'analogie, faire des liens, faire de la gymnastique, faire des mouvements. Il y a une chose qui est très importante, c'est s'obliger au mouvement attentionnel. Par exemple, tiens, ça, j'ai l'habitude de regarder ça comme ça. Si je me mettais à un autre endroit, comment je le regarde ? Et puis, tiens, je me mets encore à un autre endroit, comment je le regarde ? Donc, utiliser le mouvement comme une ressource. Donc, passer d'une vision égocentrée à une vision allocentrée. Et quand vous changez, par exemple, sur les échelles sociales, la personne, ou bien l'équipe, l'entreprise, l'écosystème, eh bien, plus vous allez vers un niveau d'abstraction, plus vous utilisez des zones du cerveau qui sont loin des zones émotionnelles. Ça, c'est Jean-Philippe Lachaud qui l'a montré dans un de ses travaux. Donc, vous pouvez faire de la gymnastique de votre cerveau en leur faisant faire donc, des mouvements, des rapprochements, des liens, beaucoup de connectivité. Plus vous avez un cerveau connecté, mieux vous vous portez, c'est-à-dire plus vous aurez d'imagination, donc de l'ouverture, toutes sortes de choses, des outils de créativité, enfin il y a toutes choses, et puis des méthodes prospectives avec les signaux faibles, etc. Merci beaucoup Bernadette Le Cerf-Thomas. Je renvoie à votre livre qui est très intéressant. Vous pouvez nous dire le titre ? Activer les talents avec les neurosciences. Moi, j'en ai écrit sur les neurosciences, j'en ai fait deux. Un qui s'appelle Neurosciences et Management, le pouvoir de changer, qui parle de la transformation des organisations. Et puis un autre qui est plus récent, qui est un ouvrage de vulgarisation des neurosciences pour les managers et les formateurs, qui s'appelle Activer les talents avec les neurosciences, sous-titré Du talent individuel à l'intelligence collective. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci.